Nous voilà parvenus à notre troisième table ronde qui va évoquer les perspectives d'avenir. Tout colloque pratique devrait offrir de nouvelles projections pour l'avenir. Bon, il n'y a pas de pause, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer à la troisième table ronde rapidement. Donc nous voilà parvenus à notre troisième table ronde qui va évoquer les perspectives d'avenir. Tout colloque pratique devrait offrir de nouvelles projections pour l'avenir. Cette troisième table ronde s'articulera autour de trois interventions principales. Tout d'abord, celle de M. Khaled Rifa'i, chargé de projet à la Direction générale des Antiquités libanaises, autour de la sauvegarde de la ville de Tripoli, et qui évoquera les perspectives de conservation de la ville historique, constituant l'âme de cette ville et sa mémoire, et qui appartient à tous les Tripolitains et par extension à tous les Libanais. C'est leur patrimoine commun, leur enracinement spatio-temporel, leur appartenance cumulée. De tout temps, Tripoli, comme son nom l'indique, a été une ville triple, une ville carrefour, une ville de la liaison et du lien. Tripoli doit s'enorgueillir de cet héritage multiple et divers et surtout de sa capacité à fédérer, à rassembler, à établir une continuité, à être un centre de rencontres humaines et culturelles. Tripoli ne saurait être une ville sectaire, cloisonnée et verrouillée. C'est une ville ouverte par sa nature et son histoire. Et comme on l'a répété tout à l'heure, on ne peut parler de patrimoine sans évoquer la question de l'identité. Puis M. Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, évoquera dans le rapport France-Liban les regards croisés sur la sauvegarde du patrimoine de Tripoli, de Versailles et de la Bourgogne. Cette intervention permettra d'envisager de manière concrète et technique, à travers la comparaison, les perspectives de valorisation du patrimoine de Tripoli. Le processus d'identification et de similitude ou de divergence permettra d'examiner des suggestions qui ont déjà été établies et vérifiées sur le terrain, tout en les adaptant aux nécessités singulières de leur nouveau cadre d'application. L'évocation des cadres référentiels prestigieux, tels que Versailles et la Bourgogne, permet de rapprocher deux lieux et deux cultures, en respectant l'environnement de chacun. Les Libanais se sentent pour la plupart proches intellectuellement et affectivement de la France. C'est une culture dont ils se sont imprégnés et qu'ils ont intériorisée de manière libre et consentie. Versailles et la Bourgogne sont des espaces qui les font rêver et dont ils se sentent familiers. D'une certaine manière, toute communauté confondue, les Libanais se sentent un peu en France chez eux. Ce qui nous amène à la troisième intervention, celle de M. Daniel Alkouf, ancien conservateur général du Louvre, intitulée « Pourquoi les Français doivent-ils aimer Tripoli ?» et qui porte sur l'héritage croisé. Cette intervention part de l'inconscient collectif affectif des deux peuples. Tout en étant à la base agressive, les croisades ont tissé des liens culturels entre l'Orient et l'Occident et ont permis aux deux mondes, au fil des siècles, au-delà de leur affrontement, de se connaître, se reconnaître, dialoguer et s'apprécier. Les vestiges croisés font partie aujourd'hui de la mémoire commune et de l'histoire. De l'histoire de la France qui est venue sur cette terre et qui a vécu durant 2 siècles, et de l'histoire de l'Orient qui a gardé ses vestiges, témoins de ce passage. Le plus important, c'est de retenir comment un lien négatif de guerre a engendré un échange culturel positif de part et d'autre. Ceci est également vrai pour toutes les conquêtes, dans un sens comme dans l'autre. En cela, les croisades ont été également un croisement, qui a donné lieu au regard croisé, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette mobilisation franco-libanaise autour du patrimoine de Tripoli. Une mobilisation qui unit et rassemble, qui prolonge la culture dans ce que l'humanité a de meilleur et qu'elle donne en partage. Donc essentiellement, je voulais un peu, modestement, mettre l'accent sur ce côté affectif et identitaire qu'il faut développer parallèlement, bien entendu, aux réalisations techniques. Mais il me semble, comme ça a été soulevé tout à l'heure, qu'il faut parallèlement faire évoluer aussi l'intériorisation de ce patrimoine, la façon dont se réapproprie ce patrimoine et dont on l'assume à travers l'histoire. Et je crois que ce patrimoine est un patrimoine, effectivement, qui non seulement rassemble les Tripolitains et les Libanais, mais également établit un lien entre l'Orient et l'Occident. Monsieur Rifa'i, vous avez la parole.
Voilà, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie de m'avoir invité ici. Je voudrais démarrer donc le problème de la sauvegarde de la ville historique de Tripoli en partant du moment où on est là, c'est-à-dire la situation actuelle de Tripoli. La situation actuelle de Tripoli, comme tout le monde le sait, même si vous êtes loin, si vous habitez en France, etc., est l'une des plus catastrophiques du Liban du point de vue de conservation du patrimoine. C'est vrai qu'actuellement, Beyrouth, elle est en train aussi d'avancer aussi dans ce file, dans ce problème. Mais Tripoli reste au premier plan. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème de Tripoli. La sauvegarde de la ville historique de Tripoli peut être conçue selon deux approches. Ou bien une approche globale, c'est-à-dire sauvegarder la ville, ou bien une ou des approches ponctuelles. C'est un ensemble de facteurs de nature technique, économique, sociale, mais surtout politique, qui déterminera la forme du projet de sauvegarde à entreprendre. Pour sauvegarder, pour voir que faire avec Tripoli, il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qu'on a à Tripoli actuellement? Tripoli, comme toutes les autres villes du Liban, a vécu l'exode d'une partie de sa population traditionnelle et fut récupérée par une population de l'exode rural à moyens limités. Ces populations sont marginalisées et trouvent des loyers abordables à proximité de certains emplois ou commerces. Cette occupation, non pas sans amour, a malheureusement, pour différentes raisons, mais surtout financières, a participé à la dégradation de la ville historique. Mais aussi, la deuxième ville du Liban, qui est loin du centre de pouvoir, n'a bénéficié de la part de l'État, sauf pour la part du projet Chad récemment, d'aucune activité de conservation de la ville historique. Même au contraire, certains projets de l'État, comme les infrastructures, de routes, de plans d'urbanisme et surtout de projets de tracés de route de fleuve de Abu Ali des années 60, déjà mentionnés, ont participé d'une façon radicale à la dégradation et la déchirure d'une partie de son tissu urbain historique et à la dégradation ou la perte totale d'une grande partie des éléments patrimoniaux. Il y a aussi la guerre libanaise qui vient achever par la main des hommes sur une partie aussi de ce patrimoine. Mais la ville aussi possède toujours un grand nombre de monuments mamelouks et ottomans bien entretenus et en bon état de conservation pour quelques-uns. Elle possède aussi une riche collection de patrimoine mineur dont la spécificité architecturale, typologique et artistique reste à étudier. Elle possède un tissu urbain traditionnel assez cohérent par rapport à d'autres villes libanaises. Un plan d'urbanisme de la grande ville de Tripoli qui met l'accent plus sur le développement de la ville nouvelle, mais loin de la conciliation avec la ville historique. Là, il y a tout un discours à faire sur la relation entre la ville historique et les quartiers alentours. Imaginons par exemple que Bissahat al-Tal, à la place du Tal, déjà mentionné par mes amis, le plan urbain actuel, il permet la construction d'immeubles de 27 mètres de hauteur. Hein? Donc, ça, c'est le plan d'urbanisme qui est actuellement en cours. Le plan de construction déjà établi dans le cadre du projet Chad. Il s'est avéré, lors de sa mise en application, qu'il est un peu loin de la réalité, de la dynamique de la ville historique, de ses contraintes légales et techniques, et même sociales. La majorité des composantes architecturales dans la ville historique souffrent d'une dégradation à différentes échelles. Ça, c'est un problème super grave, je vais en parler tout à l'heure. Près de 30% de ce patrimoine est en dégradation avancée et près de 10% est en cours de ruine. Il y a la non ou mauvais entretien des bâtiments historiques, dû à plusieurs facteurs, dont essentiellement la loi de bail, la situation financière des occupants, le manque de professionnels spécialisés dans le domaine de la conservation et même le coût assez élevé de ces opérations.
Il y a une activité artisanale et commerciale dans la ville, c'est vrai, mais elle est sans consommation touristique. Il y a une adhésion faible à tous les niveaux à la cause patrimoniale. Il y a une dégradation de la qualité urbaine et de l'espace urbain. Il y a perte ou modification des fonctions historiques des monuments, comme des khans qui ont été transformés en habitations, des hammams en commerce, etc. Sauvegarder la ville de Tripoli aussi, il ne faut pas rêver. Il faut se situer dans un cadre qui est actuellement un cadre réaliste. Commençons par le cadre législatif et administratif. La ville de Tripoli est inscrite sur la liste des villes historiques du Liban selon l'article 19 de la loi de l'archéologie. Rares sont les villes qui sont inscrites dans la loi de l'archéologie. Toujours, cette loi de l'archéologie, elle date de 1933, numéro 166 LR de 1933. Ainsi, tous les travaux d'urbanisme, de modification, de mise en valeur doivent avoir l'accord de la DGA, donc du pouvoir central. La ville de Tripoli, elle comporte le plus grand nombre de parcelles de bâtiments inscrits sur la liste de l'inventaire général des monuments historiques de tout le Liban. Ceci grâce aux efforts de Dr Raouia Mazoub avec des collègues à elle, qu'elle a fait cet effort avec l'université libanaise et des personnes aussi, je crois, présents ici. Et donc, ces bâtiments sont inscrits sur la liste. Près de 40 bâtiments sont inscrits sur cette liste. Tout travail de modification doit avoir l'accord préalable aussi de la DGA. Donc, la loi actuelle de l'archéologie prévoit, ça c'est le problème aussi, la loi actuelle de l'archéologie prévoit que les frais résultant des travaux de réparation des immeubles inscrits même à l'inventaire sont supportés par les propriétaires de ces immeubles. Si l'État n'est pas propriétaire d'un tel immeuble, il ne prend à sa charge que les dépenses correspondant aux travaux exécutés en plus de ce qu'imposerait la conservation du bâtiment en l'état. C'est-à-dire un bâtiment qui risque de tomber, l'État n'a pas le droit, même si ce bâtiment il est inventorié, l'État n'a pas le droit de mettre de l'argent dedans. C'est la responsabilité du propriétaire de l'État, du propriétaire de l'immeuble. Et l'État, elle paye seulement tout ce qu'elle lui demandera de plus que sa situation actuelle. Hein? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai deux étages, un bâtiment traditionnel, je vais demander au propriétaire, je veux du tuile parce que la zone là-bas, parce qu'à l'origine, le bâtiment, il avait de la tuile dessus. Donc là, l'État, il a le droit de payer. Sinon, propriété privée, l'État n'a pas le droit de payer. Dans ce cas, c'est-à-dire si on demande quelque chose au propriétaire, dans ce cas, les municipalités participent également aux dépenses suivant une proposition à déterminer dans chaque cas. En cas d'urgence ou de péril, un expert sera chargé par le tribunal de première instance pour examiner l'état du bâtiment. Une obligation pour effectuer les travaux ou les financer par le propriétaire peut être prononcée par le tribunal. L'autorité municipale sera substituée au propriétaire pour effectuer les travaux et sera remboursée par le propriétaire selon les lois et les règles de comptabilité publique et d'impôts et d'argent public. Sûrement, Monsieur le maire va nous en parler tout à l'heure parce que c'est actuellement le problème essentiel du patrimoine de Tripoli. Il y a un problème aussi, le nombre de professionnels du patrimoine qui est rare dans les différentes administrations. À la municipalité, Monsieur le maire va nous en parler, mais à la DGA, c'est-à-dire au ministère de la Culture libanaise, seulement 2 architectes conservateurs cadrés suivent tous les projets de conservation des monuments du Liban. Un archéologue sur place est responsable du suivi des fouilles archéologiques du Liban Nord. Par comparaison, la Syrie, juste à côté du Liban, elle possède 650 architectes ingénieurs à la direction du patrimoine de la Syrie. Au Liban, seulement 2 architectes. Il y a aussi le problème de la main-d'œuvre spécialisée dans le domaine qui est aussi assez rare dans le marché. Stratégie et plan d'action. Toute opération de sauvegarde doit avoir un ou plusieurs objectifs à déterminer. Pourquoi on fait la sauvegarde de la ville?
Est-ce que c'est pour la sauvegarde du patrimoine de la ville seulement? Est-ce que c'est pour l'amélioration de la vie des habitants et de la cohésion sociale de la ville? Est-ce pour encourager une population amoureuse de la vieille pierre à regagner la ville historique? Est-ce pour la promotion de la vitalité économique? Est-ce pour une meilleure intégration du centre historique dans la ville moderne? Est-ce pour créer une dynamique culturelle touristique dans la ville qui aura pour conséquence profitable sur la population? Ou bien tous ces objectifs? Le plan d'action. Déterminer les priorités et les termes des interventions selon l'urgence et la stratégie déjà établie. Il faut déterminer les projets à mettre en place, projets de consolidation, de restauration, d'architecture, d'espaces publics et même d'infrastructures. Déterminer une politique sociale et économique complémentaire à toute opération de sauvegarde architecturale ou urbaine. Tout ça, ça a été déjà mentionné par mes collègues. Mais au niveau légal, il faut améliorer et créer les instruments légaux adéquats. Il faut revoir le plan urbain. Il faut créer un manuel de réhabilitation et de construction. Et il faut aussi une nouvelle législation du patrimoine. Je vais en parler tout à l'heure. Au niveau administratif et opérationnel, il faut créer les instruments de financement. Il faut créer les organes de gestion. Il faut former les cadres. Il faut faire la communication et la sensibilisation. Évaluation du processus. Il est nécessaire, après chaque opération, de créer une équipe technique pour le suivi de l'évaluation du plan d'action. Les mécanismes d'évaluation continue des opérations auront un double objectif. Le contrôle de mise en place du plan d'action, la satisfaction des objectifs prévus et détecter les changements survenus ou imprévus dans les structures sociales et économiques et même techniques. Ça, c'est dans le cas d'une approche globale. Mais vu les circonstances actuelles au Liban, la deuxième approche, celle d'un projet ciblé ou de projet avec S ciblé, peut être mieux intégrée dans une stratégie globale de sauvegarde. En effet, à l'état où on est, et en parallèle au projet actuel déjà installé dans la ville et dans la perspective d'un projet de sauvegarde globale de la ville historique de Tripoli, le constat de suivi effectué périodiquement dans la ville historique, 20 à 30% du patrimoine de Tripoli est en dégradation avancée. 10% est en état de ruine aujourd'hui. Un projet de réhabilitation de ces composantes de la ville, dont certains sont des monuments architecturaux remarquables, est urgent. Je vous montre quelques exemples. C'est des monuments, hein? Ce ne sont pas des petites maisons. Ah, pardon. Voilà. Le Conseil des ministres, récemment, a demandé au ministère de la Culture, et je crois à la municipalité aussi, de recenser en coopération avec la municipalité de Tripoli les bâtiments à caractère historique en danger de ruine pour prendre les dispositions adéquates. J'ai déjà exposé un peu la situation administrative et législative. C'est une mission hors échelle. Vu la situation légale et administrative, et même financière déjà présentée, avec la nouvelle problématique qui surgit, celle des bâtiments en ciment des années 50-60, qui sont en danger de ruine à Beyrouth et même dans plusieurs villes du Liban, juste après la chute d'un de ces bâtiments à Ashrafiyeh, causant la mort de 28 personnes, Tripoli et son patrimoine historique reviendra-t-elle au deuxième rang? Un projet d'inventaire de ces bâtiments et monuments en cours de ruine et d'opérations de consolidation et de réhabilitation selon les priorités. Et ça peut être équivalent à un projet intitulé Première urgence, déjà entamé dans la ville historique de Saïda. C'est un projet financé par la communauté européenne et suivi par la Direction générale des antiquités. Ce projet, il recense et exécute des travaux de réhabilitation des cellules d'habitation dans la ville. Ce projet, qui doit se faire à Tripoli, est plus urgent que jamais. Ce projet ciblé peut s'inscrire évidemment dans une démarche plus large de projet de sauvegarde de la ville historique de Tripoli. Mais le temps n'attend plus. Et tout ça
en vue de pouvoir un jour aborder la problématique tant recherchée, celle de pouvoir inscrire la Médina de Tripoli sur la liste du patrimoine de l'humanité, et ceci peut être à lui seul un sujet de projet futur et un objectif de sauvegarde. Moi, je ne suis pas d'accord que ce projet il est irréalisable. Je crois qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. J'aimerais à la fin parler un peu de la nouvelle loi de protection du patrimoine, parce que j'ai déjà exposé un peu donc, la loi actuelle de l'archéologie qui s'applique. Mais il y a une nouvelle loi qui a été faite par le ministère de la Culture. Elle a été transférée à la Chambre des députés depuis l'an 2000. Et c'est la loi de la protection de la protection du patrimoine culturel du Liban. Et elle est donc depuis l'an 2000 dans les tiroirs des chambres de députés. Cette loi, elle prévoit le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de financer des travaux de restauration dans les propriétés privées. Elle prévoit aussi donner la chance aux gens, c'est-à-dire de donner la possibilité de construire ou bien de vendre leur coefficient d'occupation de sol. En plus, c'est-à-dire l'élément essentiel de cette loi, c'est de travailler des secteurs comme le système dont a parlé notre collègue M. Misbah Rajab, système de secteurs sauvegardés, c'est-à-dire travailler secteur par secteur la ville historique de Tripoli. Voilà, c'est tout. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord dissiper quelques malentendus et ne pas créer trop d'espoir autour de mon intervention. On m'a prêté beaucoup d'intentions. Je ne suis en fait qu'un promeneur touristique émerveillé de Tripoli, qui n'y est allé qu'une seule fois et qui ne peut guère porter témoignage de façon aussi pertinente que tous ceux qui m'ont précédé. Ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui par ma formation d'architecte en chef des monuments historiques, c'est un message, je dirais, de solidarité et d'espoir par rapport à la cause du patrimoine, qui est une cause noble, intelligente et durable, à laquelle, je crois, nous pouvons tous adhérer parce qu'elle transcende tous les clivages politiques, qu'elle est une expression de foi, je dirais, dans la nature humaine et dans la pérennisation de ce que l'homme a pu produire de meilleur, et en cherchant à dépasser, je dirais, sa propre existence pour léguer à la postérité des éléments qui forment aujourd'hui le cadre de vie de beaucoup de nos concitoyens, aussi bien en France qu'au Liban, dans tous les pays, en tout cas du monde, où l'implantation humaine est ancienne, et c'est le cas absolument, pratiquement partout. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que il ne faut, bien sûr, si la situation d'une ville comme celle de Tripoli, je le comprends, peut paraître urgente à résoudre, nous connaissons aussi dans notre pays, en France, tout n'est pas rose, tout n'est pas absolument parfait, et je voudrais vous apporter à travers quelques exemples un message qui est celui d'une expérience tout simplement de restauration à travers des éléments peut-être un petit peu valorisants et valorisés, mais en même temps qui finalement peuvent s'appliquer à toutes les échelles. Nous connaissons aussi dans notre pays des choix difficiles, des contextes économiques qui ne sont pas toujours, qui nous permettent pas toujours de faire tout ce que nous voudrions faire, mais malgré tout, finalement, je dirais qu'on finit pratiquement toujours par y arriver. Pour ma part, peut-être quelques mots de présentation. Qu'est-ce qu'un architecte en chef des monuments historiques? Nous sommes une cinquantaine en France, puisqu'on a parlé un petit peu des cadres, et nous sommes les héritiers un petit peu des fondateurs du service des monuments historiques, de ces architectes dont la compétence était nécessaire sur le patrimoine. Il y a d'autres architectes, bien entendu, qui travaillent sur le patrimoine. Nous sommes ceux qui, jusqu'à présent, étions
les seuls, je dirais, pour le compte de l'État, habilités à travailler sur le grand patrimoine, puisqu'en France, il y a 2 catégories de patrimoine protégé, la protection forte, qu'on appelle le classement, et une protection qui vient juste en dessous, qui est l'inventaire. Donc nous intervenons essentiellement sur le classement et aujourd'hui sur en particulier le grand patrimoine de l'État, mais également pour le compte des propriétaires privés. Et nous sommes un exemple, effectivement, de fonctionnaires de statut privé, ce qui est assez particulier. Alors je ne sais pas si c'est une survivance d'un État très ancien, au contraire l'annonce d'un partenariat entre le public et le privé qui a de l'avenir. Mais en tout cas, ça permet d'avoir ce regard, si vous voulez, à la fois proche, je dirais, de l'utilisateur et nécessairement attaché, je dirais, à la sauvegarde avant tout du patrimoine pour lequel nous sommes formés. Je suis également enseignant donc, au Centre des hautes études de Chaillot, qui est l'école qui, en France, forme tous les architectes qui s'occupent de patrimoine et qui est un outil indispensable, car la formation est effectivement primordiale dans notre domaine. Voilà 20 ans que plus de 20 ans que je préside donc à toutes les restaurations du château de Versailles, ainsi que en Bourgogne du Sud, d'un département qui s'appelle la Saône-et-Loire, dans lequel sont un certain nombre de bâtiments prestigieux qui appartiennent au patrimoine national, dont en particulier un que je vous montrerai, qui est l'abbaye de Cluny, dont nous avons fêté modestement, par rapport à l'histoire de Tripoli, le 1100e anniversaire de la fondation en 2010. Et depuis 10 ans également, je préside aux restaurations du grand patrimoine au sein de la ville de Versailles. C'est donc un peu toutes ces expériences qui m'ont amené à vous parler aujourd'hui. Et donc je n'ai pas, étant très heureux de pouvoir vous aider, j'ai accepté, mais soyez bien indulgents pour le regard que je peux porter, le regard ignare que je peux porter sur Tripoli, tout simplement. Le regard d'un promeneur qui est sensible à la beauté d'une ville et qui aussi, je dirais peut-être, est-ce un peu un effet pervers de ma formation, sensible aussi peut-être à ce caractère d'authenticité d'une ville qui n'est pas encore une ville refaite, une ville refabriquée, je dirais, pour le tourisme, comme un certain nombre de villes ont pu l'être par le passé. Et donc je pense que c'est aussi un moment tout à fait extraordinaire où tout est possible, encore, car il faut être plein d'espoir. Et en même temps, tout est d'autant plus possible quand on prend un peu plus de temps qu'on peut ne pas reproduire certaines erreurs du passé. À ce que j'ai entendu avant moi, je tiens à dire que nous avons vécu en France à peu près les mêmes errements, les mêmes difficultés. Les transferts de population des centres anciens, la paupérisation des centres anciens, ça a été un phénomène qui est un phénomène à l'échelle européenne et vraiment mondiale. Le Marais à Paris, qui est aujourd'hui si prisé, était devenu, après avoir été un quartier aristocratique au XVIIe, qui a commencé à décliner au XVIIIe siècle pour le Faubourg Saint-Germain, est devenu au XIXe siècle un quartier artisanal où évidemment les grands hôtels, les palais urbains se sont paupérisés, ont été démolis, squattés, abîmés, endommagés. Et ce n'est que finalement assez récemment, il y a une trentaine d'années à peu près, que ce quartier a connu une réhabilitation et est devenu maintenant un quartier extrêmement à la mode, peut-être parfois un peu trop, dans la spéculation immobilière qu'il peut générer. Donc vous voyez que ces phénomènes ne nous sont pas étrangers. Nous sommes effectivement un pays dans lequel la protection du patrimoine est une protection ancienne. C'est une prise de conscience qui a eu lieu donc au début du XIXe siècle et qui s'est concrétisée à partir de 1833 par la création sans doute de ce qui est le plus ancien service des monuments historiques au monde. Et pourquoi ? Peut-être sans doute parce que la France, ayant fait une révolution à la fin du XVIIIe siècle, a eu des mutations sociales extrêmement brutales qui ont fait que tout un pan de la production, je dirais, qui correspondait, de la protection architecturale, qui correspondait en fait à un état de la société, se retrouvait dans un état de déshérence et de caducité dans son utilité sociale qui posait un véritable problème. Et il y avait soit l'attitude de délaisser
ces éléments comme n'étant plus utiles à la société, soit justement l'émergence d'une notion qu'on n'appelait pas encore le patrimoine, mais la notion de monument historique qui est née. Il a fallu attendre quand même 1913, 80 ans après, pour qu'une véritable loi se structure. C'est la loi sur les monuments historiques qui a été faite, la loi de 1913, du 31 décembre 1913, qui a été réformée récemment dans le Code du patrimoine. Donc vous voyez qu'il a fallu chez nous aussi donner du temps au temps. Hein, et je ne veux pas dire qu'il faut s'endormir. On parle toujours des accélérations de l'histoire, mais soyons humbles, soyons modestes. Nous pouvons aujourd'hui, peut-être donnons-nous des leçons, mais souvenons-nous d'où nous venons et qu'il a fallu en plus attendre beaucoup plus récemment pour que la notion de monument, qui était une notion d'un chef-d'œuvre isolé, je dirais, succède et s'ajoute la notion de quartier ancien. La notion de ville historique, ce n'est qu'en 1964, sous l'impulsion d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, que les lois donc, de protection des secteurs sauvegardés ont été créées. À un moment où, justement, on faisait comme partout ailleurs, on bétonnait, on détruisait, on adaptait les centres-villes à l'automobile. Donc ce que vous dénonciez tout à l'heure, nous l'avons vécu également avec des quartiers entiers qui ont été rasés. Il a fallu justement cette prise de conscience. Fort heureusement, je dirais, à un moment où les choses n'étaient pas trop avancées, pour qu'enfin on arrête de vouloir adapter les villes à toute force à une vie moderne qui se démode extrêmement vite finalement et qui mute surtout extrêmement vite, et au contraire retrouver ses qualités et en faire un objet en soi, ce qui aujourd'hui est reconnu évidemment par tous. Voilà ce que je voulais replacer dans le contexte. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui à Tripoli, par certains éléments, je veux dire que nous pouvons le vivre encore dans certaines des villes françaises, de petites villes pittoresques qui sont plus ou moins bien tenues, mais qui, en tout cas, attirent et sont très émouvantes. Il y a dans des quartiers anciens à la fois, évidemment, la partie, je dirais, de l'urbanisme et puis la partie des monuments publics. Et donc, c'est dans cette harmonie, je dirais, dans l'équilibre entre ce qui est du domaine public et ce qui est du domaine privé, que finalement s'établit la qualité urbaine. Il ne s'agit pas de muséifier la ville et d'en chasser ses habitants. Il s'agit simplement que les valorisations, les limites, je dirais, entre l'action collective et l'action individuelle puissent être trouvées pour pouvoir donner à voir des choses. Alors, ce que je voudrais, juste en miroir, c'est vous dire que il n'est jamais trop tard pour bien faire et que j'ai eu à traiter dans ma carrière des bâtiments dont on pensait qu'ils étaient en état de coma dépassé. Et le plus étonnant, d'ailleurs, je vous dirais, c'est que pratiquement ce que j'ai connu de pire, c'était non pas au fin fond de la Bourgogne, c'était à Versailles, une ville qui pourtant passe pour être une belle ville et une ville touristique, et dans beaucoup de bâtiments de l'État, des dépendances du domaine national, des dépendances du château de Versailles, qui étaient dans un état catastrophique. Voilà, par exemple, un exemple, c'est il y a 15 ans, c'était l'état dans lequel était le pavillon des filtres, c'est-à-dire une partie très importante construite à la fin du XVIIIe siècle du système des eaux de Versailles, qui amenait l'eau au château, bâtiment qui était une couverture d'urgence, qui aujourd'hui, après restauration, voilà comment il se présente et qui peut être, voilà comment il était vandalisé, et voilà comment il est maintenant après restauration. Bon, c'est un bâtiment qui n'est pas réutilisable, c'est un bâtiment qui porte témoignage de lui-même, mais qui a bien failli disparaître. Je ne commenterai pas les photos de Tripoli, vous connaissez trop bien la ville et je n'aurai pas l'outrecuidance de vous donner une quelconque explication sur ce que vous connaissez si bien, mais juste voir combien, en fait, à travers ces images, parfois par simple coïncidence, on peut se dire qu'il y a à la fois des beautés cachées, mais des beautés révélées également, et qui peuvent nous donner donc envie de faire. Un autre exemple. Ici, c'est un bâtiment qui est derrière la petite écurie du roi, c'est ce qu'on appelle la maréchalerie, c'est un bâtiment qui était à l'abandon complet en plein centre-ville, et ce bâtiment avait été squatté, incendié en partie,
Et donc le voilà en cours de restauration. Et aujourd'hui, c'est l'école d'architecture de Versailles qui est installée dedans. Donc ce bâtiment a retrouvé une utilité sociale. C'est évidemment l'investissement, qui est un investissement là, qui a été un investissement, comme c'est un bâtiment public, un investissement public, a pu se faire parce que justement il a été sauvegardé et il a trouvé une utilisation intelligente. On y forme maintenant des architectes, ce qui ma foi n'est pas si mal. J'espère que ceux-là qui sont formés ici seront un peu sensibles au patrimoine. Mais je peux vous dire que c'est un bâtiment qui a failli disparaître et qui était à deux doigts d'être rasé et qui, je crois, me doit un petit peu sa sauvegarde. Voilà dans quel état il était au début du chantier. Le voilà en cours de restauration. Vous voyez qu'on peut aller très lourdement dans la restauration, malheureusement, et le voici après donc les différentes étapes. Voilà, après la recomposition des façades. Alors il y a également des bâtiments qui contribuent à l'ornement de la ville. Ici, c'est à côté de la mairie de Versailles, l'hôtel des gendarmes. C'était un portail absolument magnifique, construit au XVIIIe siècle, qui était en voie de disparition. Vous voyez en bas la sculpture qui s'effrite, et donc ces magnifiques sculptures qui étaient en train de partir. Le voici, après restauration, qui a retrouvé toute sa splendeur. Encore plus près du château, un petit bâtiment qui est le pavillon des Fontainiers, donc avec un portail qui date du XVIIe siècle, qui est le dernier portail survivant du grand projet de la ville modèle de Versailles, donc le plus complet qui soit encore là, fossilisé dans un bâtiment remanié au XVIIIe siècle et au XIXe. Le voici donc en cours avec le masque en cours de restauration, ici, et le voici après restauration. Voilà un bâtiment qui est un bâtiment d'habitation, tout simplement, mais dont la réhabilitation contribue, je dirais, à l'ornement urbain autant qu'à la sauvegarde du patrimoine, comme le sont un certain nombre des magnifiques bâtiments mamelouks de Tripoli. Et c'est là aussi, je dirais, pour un visiteur français, ce qui est absolument magnifique, c'est qu'on a sans doute bien souvent une vision, je dirais, du pourtour de la Méditerranée, qui est une vision peinte, colorée, et d'une architecture plutôt enduite, alors que, évidemment, quand on voit ces architectures, en fait, on est, comme chez nous, dans des architectures de pierre extrêmement raisonnées, extrêmement savantes, et donc, fort heureusement, des architectures construites en matériaux pérennes également, donc dont je crois la conservation non seulement s'impose, mais finalement est d'autant plus aisée que ces bâtiments sont construits pour durer et non pas pour être consommés. Et un bâtiment construit pour durer, c'est le château de Versailles. Je ne résiste pas, excusez-moi, même si c'est complètement incongru ici, à vous présenter quelques images pour vous montrer que même un des patrimoines les plus prestigieux que nous ayons en France a besoin de restauration périodique qui, parfois, le métamorphose, lui redonne une suggestivité. Et ici, par exemple, des travaux ambitieux que nous avons faits sur la restitution de la grille royale qui nous permet de mieux accueillir les visiteurs. Et là, pourquoi je vous montre ces photos qui n'ont évidemment aucun rapport sans doute avec notre propos, mais tout simplement parce qu'on a parlé tout à l'heure des modes de financement. Et ici, cet exemple, cette grille, elle a été payée par un mécène privé. Donc une grande entreprise française qui a accepté, donc effectivement, de collaborer sur ce projet et qui nous a apporté les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. Même si l'État est évidemment, en tant que propriétaire, le principal mécène de Versailles, il n'en demeure pas moins que le mécénat privé est quelque chose qui, sur des objets, je dirais, qui ont du sens, qui ont de la valeur, et le partenariat public-privé peut aussi voir le jour. Et donc, c'est une chose qui est assez récente, finalement, chez nous également, mais je crois dont il ne faut absolument pas désespérer, ni surestimer, parce que c'est évidemment sur la base du volontariat, et non pas de l'obligation. Et là, je dirais qu'il faut séduire et convaincre, plus qu'imposer, bien entendu. Un petit saut dans la géographie avec quelques images de Bourgogne. Je vous citais l'abbaye de Cluny, dans laquelle dont nous avons fêté le 1100e anniversaire, donc en 2010. À cette occasion, l'ensemble des partenaires, donc aussi bien l'État, qui est propriétaire d'une grande partie de l'abbaye, mais qui est également un établissement d'enseignement,
Hein, c'est une école d'ingénieurs qui est à l'intérieur de l'abbaye, donc c'est l'État culture, mais c'est aussi l'État ministère de l'Éducation nationale, plus les collectivités territoriales, tout le monde s'y est mis, et un programme assez ambitieux d'action a permis de ressusciter je dirais, la qualité du regard sur ce bâtiment. Et donc vous avez ici le vestige de la grande église et du grand transept avant et après restauration, ici. Bon, l'abbaye reconstruite au XVIIIe siècle, la voici comment elle était dégradée, la voici après restauration. Donc quelques images. Voici bon, des restaurations importantes que nous avons menées. Ça, c'est toujours des fragments de l'église qui ont été restaurés. Voilà des fragments ici de l'abbaye avant-après. Et également, on a pu dégager, vous voyez, des fragments, des parties de bâtiments qui avaient été très transformées, très abîmées, et en particulier aménager discrètement un nouvel accueil à l'intérieur, en fait, d'une partie qui était donc d'une cour dans laquelle des bâtiments en béton avaient été construits. Et on a ressuscité en vocabulaire contemporain la volumétrie d'anciennes galeries du XVIIIe siècle qui avaient été détruites. Donc voilà le nouvel accueil qui donne à lire en fait pour le public les bâtiments. Et donc je dirais que l'état avant n'était pas fondamentalement différent de ce que nous voyons ici à Tripoli. Dans la ville de Versailles, maintenant, un bref retour avec quelques beaux bâtiments qui sont des bâtiments qu'on ne visite pas toujours, mais là aussi qui ont une utilité. Et je suis très attaché. Je trouve que parmi les beaux projets que nous avons à mener, les établissements d'enseignement peuvent en fait très bien voisiner avec le patrimoine. Et j'ai au début de ma carrière aménagé un collège dans un château. Nous avons restauré l'abbaye de Cluny, qui est une école d'ingénieurs, et là on vient de restaurer la chapelle du lycée Hoche, qui est un grand établissement d'enseignement en Île-de-France, qui donc appartient à la région Île-de-France, et c'est avec le concours de la région que nous avons pu faire ce travail. Voilà l'état de dégradation dans lequel c'était, et le voilà avant et après. Donc c'est magnifique couvent construit pour une reine de France qui a donc été sauvegardée. On voit ici un petit retour sur Tripoli, avec les capacités qu'il y a évidemment dans les déambulations à travers tous les monuments qui rythment la ville, ces silhouettes familières, combien l'œil peut être accroché et combien la réhabilitation de certains de ces éléments peut suffire, je dirais, à jalonner des parcours. Vous voyez que finalement, ces architectures sont très proches d'architectures que nous connaissons ici dans notre pays. Et la coupole la coupole n'était pas de ce hammam n'est pas fondamentalement différente de ce qu'il y avait par ailleurs. Et donc voilà pour terminer très rapidement quelques images de réhabilitation. Voilà, ça c'est l'Opéra Royal de Versailles, un théâtre, celui-là réhabilité. Ici la grande façade du château qui elle aussi regagne ses ornements et ça avec le travail sur les choix de couleurs également qui sont très importants et qui sont basés sur l'histoire, la place importante des artisans, si vous voulez, dans la restauration du patrimoine, et le fait que la restauration de ce patrimoine est aussi une école extraordinaire de maintien des savoir-faire, ce qui est extraordinairement important dans la transmission. Il y a une dimension humaine de la restauration du patrimoine qu'il ne faut jamais négliger, indépendamment, je dirais, des propriétaires qu'on a. Mais pensons au métier du patrimoine, et c'est un bel ouvrage. En plus, je dirais, dans nos pays, il y a en plus quelque chose, ce sont des métiers à forte consommation de main-d'œuvre qui permettent donc de maintenir de l'emploi avec de l'argent directement créateur d'emplois, ce qui est extrêmement important. Voilà ici le travail des sculpteurs, par exemple, dans la résurrection de la sculpture que vous voyez donc ici avant-après restauration. Et puis voilà des bâtiments. Ça c'est un ancien hôpital militaire qui est maintenant réhabilité pour l'établissement public. Le voici après restauration.
Voilà une cour, voilà une autre cour à Tripoli, qu'on pourrait, un caravansérail bien sûr, qu'on pourrait imaginer réhabiliter de la même façon. En tout cas, une ville singulièrement attachante et dont je pense que la restauration est évidemment possible et même souhaitable. Et je pense que ce que je voulais avant tout vous dire, c'est ce message de solidarité et d'espoir et qui passe, me semble-t-il, par des partenariats. Je crois que le partenariat entre la France et le Liban doit se manifester à tous les niveaux. Et en particulier, il me semble, puisqu'on a parlé de formation, que le Centre des hautes études de Chaillot, auquel je suis enseignant, devrait pouvoir contribuer, ce qui est le cas déjà, à la formation des spécialistes du patrimoine au Liban. Nous avons beaucoup de partenariats dans le monde entier. Et je pense que c'est donc extrêmement important. En tout cas, je vous remercie et dites-vous bien que nous sommes tous mobilisés à vos côtés. Merci. Je ne suis qu'un simple touriste, un ami et un admirateur de Tripoli. Et Tripoli force l'admiration, mais j'estime que le public français devrait avoir un sentiment particulier, un intérêt particulier pour Tripoli à cause des liens historiques, de ce partenariat historique qui lie la France et Tripoli. En effet, il ne faut pas oublier qu'il y a eu que la fille d'un roi de France a régné à Tripoli et que Tripoli a été gouvernée par une dynastie toulousaine d'abord, puis mi-poitevine, mi-normande. C'est ceci que je voudrais très brièvement rappeler, bien que je ne sois pas spécialiste, je me servirai des travaux de mon éminent confrère, Monsieur Jean Richard. Je voudrais rappeler cette association historique de franco-tripolitaine qui a subsisté pendant 2 siècles, on peut dire, entre 1104 et 1288. Qui était Raymond de Saint-Gilles? Raymond de Saint-Gilles était un personnage tout à fait intéressant. En fait, c'était un personnage ambitieux. Au départ, il n'était que le second fils du comte de Toulouse. Il avait le petit comté de Saint-Gilles, autour de Saint-Gilles-du-Gard, dans le Gard. Il possédait aussi le château de Tarascon. Et il est devenu comte de Toulouse grâce à la mort de son frère aîné en 1094. Entre-temps, il avait guerroyé, il a pris part à la reconquête espagnole aux côtés d'Alphonse X de Castille, dont il a épousé la fille, qui était richement dotée. Donc Raymond de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles était à la fois un homme riche, un bon administrateur, ce qui lui a été utile, et aussi un homme pieux. En effet, quand le pape Urbain V a prêché la croisade en 1095 au concile de Clermont, Raymond de Saint-Gilles s'est tout de suite rallié au projet et, comme vous savez, il a été l'un des chefs des 4 armées croisées qui se sont dirigées vers la Terre Sainte. Il est parti dès 1096 avec des troupes qui étaient essentiellement provençales et languedociennes. Il a commencé par prendre Antioche, après un siège de 2 ans en 1097-1098. Il pensait devenir souverain d'Antioche, mais là, il a été pris de court, puisque c'est Bohémond, c'est un Normand de Sicile, Bohémond de Hauteville, prince de Tarente, qui s'est emparé de la principauté d'Antioche. Raymond, mais toujours pénétré de son devoir de croiser, a stimulé les autres, ses compatriotes, pour qu'ils continuent, qu'ils reprennent le chemin de Jérusalem, et c'est grâce à lui que Jérusalem a été prise en 1099. Là aussi, il a subi un petit échec, puisque finalement, c'est Godefroy de Bouillon qui lui a été préféré comme roi de Jérusalem. Raymond n'a pas tout de même, bien que très réellement croisé, n'a pas oublié de chercher à se constituer un État, comme l'avait fait Bohémond de Tarente, et il a donc pensé à Tripoli. Comme vous savez, il a pris Tortosa, il a pris Giblet et il a assiégé Tripoli dès 1104. Il s'est fait, pendant le siège même, il s'est intitulé comte de Tripoli, marquant par là sa volonté.
Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre Tripoli. D'autre part, sur la frontière est, il a échoué à Homs, mais néanmoins, il a ébauché la constitution du comté de Tripoli, entre Tortosa au nord et Byblos au sud. Il a été blessé en janvier 1105, il est mort le mois d'après, et à ce moment-là, c'est son fils Bertrand qui lui a succédé, et Tripoli a définitivement été prise par les croisés en 1109. Donc l'État le comté de Tripoli a été constitué. Il était théoriquement vassal du royaume de Jérusalem, mais en fait c'était pratiquement un État indépendant, un État où l'harmonie régnait, un État bigarré avec une composition, avec une population composée de chiites, de sunnites, de druzes, de juifs, de chrétiens maronites aussi. Néanmoins, les comtes de Tripoli ont réussi à maintenir l'harmonie parmi cette population et à y imposer des institutions inspirées par la France. Sur le plan international, ils ont fini par s'allier avec les musulmans de Homs, faute de pouvoir s'emparer de Homs, et par conclure avec eux une espèce d'échange. Ils ont laissé l'accès de leur port aux musulmans qui pouvaient commercer, et en contrepartie, les musulmans leur fournissaient les produits agricoles qui leur manquaient. À Bertrand, le fils de Raymond de Saint-Gilles, a succédé en 1112, qui est mort très très jeune, a succédé en 1112 son fils Ponce, et c'est lui qui a épousé Cécile de France, qui se prénommait, comme vous voyez, comme l'actrice. Cécile de France, qui était une jeune fille de 15 ans. En effet, en 1106, Bohémond de Tarente s'est rendu en France. Il a rencontré le roi Philippe Ier et il lui a demandé la main de ses deux filles. Il a épousé l'aînée, Constance, et il a demandé la main de la deuxième, fille du second lit de Philippe Ier, pour son neveu Tancrède de Hauteville. Tancrède, c'est le Tancrède du Tasse, c'était le modèle des chevaliers. Donc cette petite princesse, Cécile, qui était à l'époque âgée de 9 ans, il faut l'imaginer s'acheminant toute seule vers Antioche, où elle a épousé Tancrède de Hauteville. Tancrède a été brièvement régent de la principauté d'Antioche à la mort de Bohémond pendant une année. Il est mort en 1112, et sur son lit de mort, il a fait admettre par son entourage que sa veuve, la jeune Cécile, qui à ce moment-là avait une quinzaine d'années, épouse Ponce de Tripoli pour apaiser les conflits toujours permanents entre les deux rivaux, comté de Tripoli et principauté d'Antioche. Cécile a donc épousé Ponce de Tripoli en 1112 à Tripoli, et elle a rendu des services à son mari parce qu'en 1132, alors qu'il était assiégé à Montferrand, Montferrand c'est l'actuelle Barine en Styrie, il était assiégé par les Turcs, et Cécile s'est rendue à Jérusalem pour implorer la protection du roi de Jérusalem, qui était en réalité son demi-frère, Foulques d'Anjou. Ils avaient la même mère, Bertrade de Montfort. Donc, Foulques est intervenu, a libéré Ponce, et Ponce a repris donc le gouvernement de Tripoli. Lui a succédé son fils Raymond II, qui a épousé Audierne, fille de Baudouin II de Jérusalem, puis son petit-fils Raymond III. Raymond III est mort sans enfant, et c'est lui qui, en 1187, a légué le comté de Tripoli à un prince d'Antioche, Raymond, qui était le fils aîné de Bohémond III d'Antioche, arrière-petit-fils de Bohémond de Tarente. Mais entre-temps, la dynastie normande s'était éteinte, et au profit de Constance, la dernière, la petite fille de Bohémond, avait épousé Raymond de Poitiers, qui était l'oncle d'Aliénor d'Aquitaine, avec lequel Aliénor d'Aquitaine a eu un flirt pendant la deuxième croisade. Et donc ce sont les princes de Poitiers qui, à cette époque-là, gouvernaient Antioche. À Raymond d'Antioche a succédé une demi-douzaine de souverains, Bohémond IV, le Borgne, Bohémond V, Bohémond VI, le Beau, et puis ces deux enfants, successivement, Bohémond VII et Lucie. Lucie a été déposée,
Et en 1288, et comme vous savez, en 1289, les musulmans se sont emparés de Tripoli, et le comté le comté franc de Tripoli a disparu. Ce comté franc qui a donc été curieusement gouverné successivement par des princes de Languedoc, c'est-à-dire les Toulouse, puis par des princes de Languedoc, les Normands et les Poitevins. Cette principauté de Tripoli qui fait rêver, a fait rêver, comme vous savez, notamment Edmond Rostand. Et je terminerai en citant des vers d'Edmond Rostand, il a écrit dans les années 1890 un drame qui a été joué par Sarah Bernard au théâtre de la Renaissance, La princesse lointaine. La princesse lointaine, c'était une princesse tripolitaine. Et la pièce racontait l'histoire de Geoffrey Rudel, un prince de Blaye, qui est un troubadour qui a réellement existé, qui a écrit des chansons d'amour, et on disait autour de lui que les chansons étaient inspirées par la comtesse de Tripoli, Audierne de Jérusalem, qui était très belle, qu'il n'avait jamais vue, mais dont il rêvait. Et ce Geoffrey Rudel a inspiré donc Edmond Rostand dans La princesse lointaine, qui raconte que Geoffrey Rudel, quoique malade, se décide à partir pour Tripoli, ce qu'il n'a jamais fait dans la réalité, et finalement il meurt dans les bras de Mélisinde, la princesse qu'il aimait. Ne verrai-je jamais, alors dans le cours du premier acte, Geoffrey Rudel, malade, en bateau, déclame une invocation à l'attention de la comtesse de Tripoli. Ne verrai-je jamais venir sur l'eau, de loin, avec sa plage d'or où la vague s'argente, l'heureuse Tripoli dont vous êtes régente. Cette heureuse Tripoli, nous espérons qu'elle le deviendra de plus en plus grâce aux soins dont elle est animée vis-à-vis de son patrimoine, et c'est le vœu que nous formons en ce début d'année. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Alcouf. Effectivement, c'est passionnant parce qu'effectivement, nous faisons, la boucle est bouclée. Nous avons commencé notre voyage avec Monsieur Salah Seitié et la princesse lointaine et nous le clôturons. Bien sûr, il y a lieu encore de beaucoup voyager et de beaucoup rêver. Nous allons laisser peut-être 5 à 10 minutes de questions avant de laisser Monsieur le maire faire la synthèse de tout cela. Mais il est à relever effectivement que cette journée, enfin cet après-midi, a été très riche parce qu'elle a pu concilier en même temps les préoccupations techniques de restauration, de rationalisation de patrimoine, et en même temps également elle a pris en considération ce voyage à travers le temps et cette capacité qu'a Tripoli de nous faire rêver et de durer à travers le temps. Voilà. Alors, quelques questions, peut-être 5 minutes de questions. Voilà. Madame. Bonsoir. Je suis Carole Ward-Sarraf de Lyon. Donc, je suis directeur export pour Sud Architecte, qui a rénové la résidence des Pins au Liban. Donc, aujourd'hui, je suis là surtout pour remercier, entre autres, tous ces architectes qui sont au service de mon pays si précieux. Pour remercier aussi Monsieur Didier, qui a présenté d'une façon tellement optimiste cette relation franco-libanaise. Et pour remercier Monsieur Le Gouff aussi de cette passionnante présentation de l'histoire de la présence de la France au Liban en l'an 1000. Donc, c'était en 1200, voilà. Alors aujourd'hui, ma question, c'est pour reprendre ce que Monsieur Al-Rifai a dit, c'est cette création d'une équipe technique, cette collaboration donc franco-libanaise entre tous les savoir-faire de tous ces archis très très brillants qui portent le Liban très haut, mais aussi de nous Libanais de la diaspora qui n'avons qu'une envie, c'est de mettre aussi nos compétences, nos savoir-faire au service de notre cher pays. Donc peut-être que toutes ces valeurs ajoutées de nous tous ici présents, on pourra tous contribuer pour élever encore plus ce patrimoine, voilà, tellement ce trésor, quoi. Donc moi je suis très fière d'être lyonnaise et libanaise
Et vraiment, pourquoi pas un jour imaginer faire le même colloque à Lyon. D'ailleurs, Lyon, je crois qu'elle est... l'objectif de Lyon, c'est d'être jumelé avec Tripoli. C'est en cours et il y a une délégation de chez nous qui part début octobre, donc chez vous. J'en ferai partie. Voilà, donc je vous remercie et pour tout, vraiment, merci. On va prendre 2 autres questions et puis on va laisser les intervenants répondre. Oui, Bernard. Est-ce que ça marche? D'accord. Je m'appelle Bernard Sam'an. Je suis en France depuis bientôt 40 ans. Donc je suis moitié libanais, moitié français, de cœur. J'ai des enfants qui sont nés en France. Et l'une d'elles d'ailleurs est très vivement intéressée par des études d'architecture. Je m'adresse là en particulier à M. Didier. Et tout particulièrement intéressée par Versailles, que j'ai visité l'année passée au cours de journées portes ouvertes. Et je me suis senti un peu comme l'écuyer de Louis XIV en arpentant ces mêmes photos que vous avez montrées, monsieur, pour dire qu'il y a une complémentarité culturelle effectivement puissante, violente entre le Liban et la France, et j'en suis heureux. Une question surtout à monsieur Khlat. La valeur de Tripoli, ce n'est pas, à mon sens, seulement archéologique dans le sens des Ottomans ou des croisés, mais il y a aussi le concept d'archéologie industrielle, c'est-à-dire la tour Eiffel fait partie de l'archéologie industrielle. La tour Baltar fait partie, pas la tour, le pavillon Baltar fait partie de l'archéologie industrielle. La ville du Havre a été classée dans les villes que l'UNESCO a classées patrimoine de l'humanité au moment où elle a été construite en 1945. Alors il y a au Liban, à Tripoli, un élément extrêmement important que M. Khlat a évoqué dans ses écrits, mais pas tellement dans son verbe maintenant, à savoir la gare de chemin de fer à Mina, Tripoli-Mina, qui est la gare de DHP, Damas, Homs et Prolongement. Et c'est comme, pour moi, c'est comme une tombe des pharaons, mais avec ses momies. C'est-à-dire, il y a la gare elle-même, il y a les vieilles locomotives qui gisent vraiment toutes pourries et qui fait partie, cette gare, de l'historique du Liban. Et peut-être qu'en incorporant cette gare, sa restauration, ce n'est pas facile, je sais bien, aux éléments complémentaires de Tripoli, peut-être qu'elle la ferait avancer davantage vers l'accession à une ville faisant partie du patrimoine mondial, tout simplement. Oui, Joseph Torbet, ingénieur, entrepreneur et membre d'un certain nombre d'associations culturelles franco-libanaises. Je voudrais saisir le propos de M. Didier qui évoquait les différentes possibilités de réhabilitation d'un certain nombre de monuments. Il faisait allusion à un certain nombre de mécénat privé en France. Effectivement, simplement, en France, on a un cadre légal et fiscal qui incite notamment les entreprises et les hommes d'affaires, les gens qui ont les moyens financiers, de s'élancer dans ces genres disons, des grands projets de réhabilitation, notamment quand on sait que quand on fait un don à une fondation, à une association qui peut remettre ou envoyer un reçu fiscal de l'ordre de 66% ou 70% du don, ça dépend. Ça permet aussi d'inciter les gens qui ont les moyens à faire des dons. Je pose la question à mes amis libanais parce que, étant moi-même d'origine libanaise, est-ce qu'au Liban, il existe un cadre légal comme il existe en France qui inciterait les entreprises, les hommes d'affaires, les gens qui ont des fortunes, à mettre la main à la poche afin d'aider à la restauration de notre patrimoine qui est riche mais qui est en même temps menacé par la ruine et l'effet du temps. Merci. Dernière question, monsieur, s'il vous plaît.
Bonsoir, je voudrais remercier l'association pour la sauvegarde du patrimoine pour cette rencontre. Et je les remercie pour avoir arrêté un état d'urgence concernant déjà la sauvegarde, même si aujourd'hui nos interventions portaient un petit peu sur la restauration. Donc on parle de sauvegarde et je crois que c'est une urgence du premier degré. Déjà arrêtons la démolition et comme ça nos actions d'avancée et de rénovation pourront pérenniser. Et je voudrais associer un axe parallèle à sauvegarde et restauration qui sera la valorisation. Et je dirais il y a deux axes de valorisation. Il y a une valorisation, on va dire, qui serait intéressante et qui porterait de fruits en concernant le lobbying qui peuvent aider pour arrêter des lois. Mais j'aurais aussi une valorisation très de proximité qui concerne directement les habitants, les riverains, ceux qui sont les premiers concernés par le sauvegarde d'un côté et les projets de rénovation. On a observé plusieurs projets de rénovation il y a 2 ans, il y a 3 ans. Moi, je vous invite à les observer actuellement. On peut voir que directement, la première impression, peut-être c'est mon côté râleur d'origine libanaise qui s'améliorait encore un peu en France, dit que c'est quel gâchis. Je vais arriver un petit peu dans les perspectives d'avenir. Et donc, par rapport aux premières séances, ce que je regrette un petit peu, c'est l'absence du citoyen. Et comme M. Setti a commencé à dire que Tripoli, c'est une rencontre de l'homme, la rencontre de l'homme, donc l'absence de la consultation citoyenne, de la participation des citoyens à sauvegarder, à s'intéresser à ces plans de rénovation et avoir la vraie valeur, la juste valeur de ce patrimoine par des actions, on va dire, sociales, et tout ce que je dis, c'est social en dehors du socio-économique. Donc voilà, et je vous remercie. Avant de passer la parole aux différents intervenants qui vont réagir et répondre, juste la dernière question, M. Aal, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Ça y est, ça marche. D'abord, je voudrais remercier l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripolis pour cet excellent colloque. Aussi, j'aimerais rejoindre un peu ce qu'a dit Monsieur Risk au début de cet épisode, à savoir que le patrimoine architectural d'une ville fait partie de sa richesse culturelle et fait non seulement partie de sa richesse culturelle, mais de son identité. Ainsi, une ville est faite non seulement de son passé, mais également de son passé préservé et donc d'un avenir qui ne l'oublie pas. Cette richesse est importante pour la ville de Tripoli comme pour d'autres villes, mais elle est également importante dans le cadre d'un dialogue de cette ville avec elle-même, mais aussi avec l'étranger. Et dans ce cas, on peut parler du dialogue culturel de Tripoli avec le monde arabe, avec l'Empire ottoman, la Turquie aujourd'hui, mais aussi avec la France. Donc, dans ce cadre-là, on n'a pas parlé d'une chose que je trouve primordiale dans la ville de Tripoli, et c'est la foire internationale de Oscar Niemeyer, qui, comme vous le savez, est un architecte connu et reconnu mondialement. Je pense que c'est vraiment dommage aujourd'hui qu'une ville comme Tripoli, qui est la deuxième ville du Liban, ne mette pas en valeur cette foire internationale qui n'a pas été achevée encore par Oscar Niemeyer, qui est encore vivant à l'âge de près de 100 ans. Et je parle en connaissance de cause. Par exemple, tous les journalistes que nous invitons au Liban sont un peu étonnés et nous disent « Mais comment vous avez une ville presque créée par Oscar Niemeyer à Tripoli et personne ne sait ?» Alors je pense que si il y avait un projet de préservation ou de reconstruction de ce projet, la ville de Tripoli s'internationaliserait instantanément. Dernière question pour
Monsieur, je pense, Khlat, non, c'était, non, Monsieur Arifai, par rapport à la loi que le ministère de la Culture a créée en l'an 2000 et qui attend toujours sa signature au Parlement, je pense que cette loi est très importante vu que beaucoup des propriétaires d'anciens bâtiments au Liban parfois n'ont juste pas les moyens de rénover leur bâtisse ou de la préserver et donc sont obligés de la vendre. Cette loi est donc très importante, mais la question c'est si elle est promulguée, est-ce que l'État a les moyens de prendre en charge toutes ces rénovations? Et puis, dernière chose, j'ai entendu parler au panel précédent qu'il y avait un directorat général de l'urbanisme au Liban. Si c'est vrai, je viens de l'apprendre. Et donc, quel est son rôle? Merci. Merci, M. Ael. M. Ael est également directeur de l'Office du tourisme du Liban à Paris. Je passe la parole à M. Khaled Rifai, puisqu'il est en charge des projets de la Direction générale des antiquités libanaises. Et je suis sûr qu'il va nous éclairer sur les différents points qui ont été soulevés rapidement. Je commence avec la première question à propos de la coopération avec la diaspora. Et, déjà, la coopération avec entre la Direction générale des antiquités et le secteur privé, ça existe au Liban. C'était le seul moyen de remédier aux problèmes administratifs. Comme je vous ai dit, on est seulement 2 architectes pour tout le territoire libanais sur les bâtiments archéologiques ainsi que patrimoniaux. C'est-à-dire, comme a dit mon collègue tout à l'heure, il y a le classement, il y a l'inventaire, il y a les bâtiments archéologiques, c'est-à-dire qui sont plus importants, etc. Donc, seulement 2 architectes, ils suivent tous ces projets-là. Donc, on a eu recours à ce moment-là au secteur privé du Liban, puisqu'ils sont présents, etc. Donc, c'est-à-dire, ça nous intéresse beaucoup si des techniciens de la diaspora nous aident vraiment à différents niveaux, que ce soit de point de vue décisionnel, que ce soit de point de vue technique, que ce soit de point de vue même évaluation de nos opérations qu'on est en train de faire et de suivre avec le projet Chad, etc. Ça nous aide beaucoup parce que, je vous le dis franchement, c'est un domaine qui est nouveau au Liban. C'est-à-dire la protection du patrimoine, comme a dit monsieur tout à l'heure. Avant, on mettait du ciment partout, on intervenait de façon assez forte, etc. On faisait même les projets, que ce soit urbains, que ce soit sociaux, etc., ne tenaient pas compte de l'importance et de la conservation de l'authenticité des monuments. C'est un dossier qui est nouveau au Liban, même pas 10 ans. Donc, on est ouvert vraiment, on a besoin de vous à différents niveaux. Il faut trouver seulement le cadre, il faut trouver seulement comment vous pouvez nous aider. Mais vraiment, le ministère de la Culture est ouvert à ce point-là. Pour la gare de Tripoli, j'aimerais bien vous dire que cette gare de Tripoli, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine, c'est-à-dire sur la liste de l'inventaire général. Mais comme tous les bâtiments de Tripoli, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dizaine de bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire, mais ils sont dégradés, ils ont des problèmes, et ils s'écroulent. Ni la loi ne nous permet, la loi actuelle de l'archéologie ne nous permet de financer les travaux, ni il y a de la part des propriétaires un investissement de leur part. Donc ça, c'est l'État. L'inscription à l'inventaire, ce n'est pas la décision finale, c'est une étape importante pour protéger ce monument, c'est-à-dire empêcher toute modification qui porte atteinte à ce monument, mais ce n'est pas la solution définitive. Le cadre légal pour incitation. Alors, le cadre légal pour incitation, non, ça n'existe pas, M. Fraley. M. Fraley, n'est-ce pas? Pardon. Tourbet, pardon, pour Tourbet, excusez-moi. Le cadre, c'est toutes les opérations privées qui se font au Liban, que ce soit à Saïda, que ce soit à Tripoli, que ce soit à Beyrouth même, que ce soit même à Baalbek, etc.
les opérations financées par le privé, c'est des opérations politiques à 100%, c'est-à-dire pour des raisons d'élection, pour des raisons de je ne sais pas quoi, mais c'est des raisons politiques à 100%. Il n'y a pas de la part de, il n'y a pas une partie légale derrière ça. C'est des opérations qui se font avec l'accord de la DGA, c'est-à-dire ils présentent des dossiers et nous, de point de vue technique, on donne l'accord et on suit les projets. Donc, il y a séparation totale. Voilà. Pardon. Oui. Mais, oui. Oui, c'est bon. Oui, comme a dit Madame, ils n'ont pas la pression fiscale chez nous au Liban. Ils n'ont pas cette pression. C'est-à-dire, ici, c'est une solution. Il faut le faire, oui, mais c'est lié donc à la loi de l'impôt, etc. Mais ça peut être bien si on peut l'introduire dans les nouvelles lois du patrimoine pour inciter les gens à financer. Ouais. Pardon. Reste le point. Voilà. Oui, Yann. Direction de l'urbanisme. Oui, enfin, c'est la direction, c'est l'État libanais, il a les moyens pour, après la sortie de cette loi qui a été donc proposée par le ministère de la Culture en 2000 et qui traîne toujours au Parlement libanais. Oui, la loi, elle a prévu de créer un fonds. Ce fonds-là, il va être financé de plusieurs origines. D'abord, il y a le fonds de l'État libanais en partie, il y a le fonds des syndicats, des ingénieurs, etc. Et il y a le fonds privé qui va être aussi les fonds, c'est-à-dire si quelqu'un veut donner des dons, etc. Et il y aura aussi des impôts qui vont être prévus sur le transfert de propriété, etc., etc. Donc, qui vont permettre de remplir ce fonds ou bien de faire fonctionner ce fonds qui va aider à la restauration des monuments privés. Voilà. Je vais être rapidement, juste trois réponses sur trois choses qui ont été évoquées. Tout d'abord, notre lutte pour la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de Tripoli continue depuis plusieurs années maintenant. En réalité, ce n'est pas le juste classement de la gare de Tripoli comme patrimoine qui nous est seulement intéressante, mais comme M. Rifai a dit, c'est une étape importante. Ça a pris beaucoup de temps. Heureusement qu'on est arrivé là, mais ce qui est plus important encore, c'est la sauvegarde du matériel qui est en danger, sur la station de la gare, qui sont l'œuvre qui sont un matériel qui peut aller facilement dans différents musées dans le monde, qui sont déjà dans différents musées dans le monde. Donc notre lutte continue. Concernant la consultation des citoyens, malheureusement, les gens ne savent pas que la société civile tripolitaine bouge. C'est un problème de médias. La société civile tripolitaine bouge, ne vous en faites pas, mais il y a un problème de médias. C'est pas médiatisé à cause des politiques. Concernant la foire internationale de Tripoli aussi, c'est une question politique par excellence qui revêt du problème du pouvoir central en réalité. Pour nous, il est un patrimoine, la foire internationale de Tripoli est un patrimoine en péril, mais avec beaucoup d'autres monuments à Tripoli. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Le sujet est certes inépuisable, mais je prie Son Excellence Monsieur Nader Ghazal donc de faire le mot de clôture en tant que maire de Tripoli. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, allow me to thank
Mrs. Jumana Timiri for her wonderful effort and for the ASPT organization, the team. Allow me also to thank the Île-de-France, Région Île-de-France for their hosting for this activity. And also allow me to thank the speakers who took this effort to come over from Lebanon and those who are here, and also they took from their precious time the time to prepare for the lovers of Tripoli and for the friends of Tripoli in Paris or in France. I preferred to talk about the issue without preparing a closing comments. I preferred to have it as simultaneous and as passionate as possible. So I took the effort of doing a wrap-up of what was said in this seminar. I have 5 points to talk about. The first point is to talk about the vision that we have. And from this point on, let me thank Dr. Nabil and Dr. Musbah Rajab for their continuous effort to support us on the grounds in Tripoli in working on developing the Sustainable Development Strategy and on the SHUD program, which are, I think, the core of the rehabilitation and the core of reviving that historic but living city called Tripoli. Indeed, the Tripoli is considered as a forgotten city, I would say, but it is passionate. It's a city that has values, and I so much liked what Mr. Ambassador Staiti mentioned about the city when we talk about values. Yes, it's not only the stones, it's not only the buildings. Tripoli has values that are incorporated in those buildings and in the living in its old neighborhoods. As a matter of fact, when we started our mandate in June 2010, we took the effort of continuing working on the strategy, and we drafted the vision. And from that vision, we came up with ideas, I think, that are considered the cornerstone for the strategy of the city. When we talk about Tripoli, and when we talk about the concerns of the municipality, we're talking about many issues. It's not only the patrimoine, the heritage. It's not only the historic sites, although they are the theme of today's seminar, but also we're talking about the dropouts from schools. We're talking about the poverty line. We're talking about the job opportunities. We're talking about the environment, the cleanliness of the streets, the establishing and reinforcing the laws. So all of this falls on the shoulder of the mayor and the council members in the city. Having said that, I'm so much optimistic with the young men and young women who are working hard in the NGOs of the city. It is really a full-fledged workshop that we're having in the city with the NGOs, with the CBOs, along with the support that we're getting from our good friends, our partners. Allow me to mention the pioneers from those international partners, the IFD, Marseille, Lyon, for those who are interested in our jumelage avec Lyon. Yes, we have that sister city agreement with Lyon, and also we're working very closely with Rhône-Alpes, and you're right, yes, we had our good friends, Monsieur Daclin, with the other team, a big team, in fact. It was a very respected and big team, technical team, and we're still moving on with the issues of that partnership. In fact, the city of Tripoli has many needs, and I always say to my good friends when they come and visit, and they offer their sustenance, I say, well, we're ready to take everything because we need all. It has been forgotten for almost, maybe I would say, 30 years. And the reason why, as we say in Arabic, that child who does not cry, he will rest in peace, and his mom would not feed him because she has some other interest to do. This is the reason, maybe one of the reasons, that the city of Tripoli has been forgotten by the central government.
And I'm not going to get into the politics a lot, but indeed, now we have 4 ministers and we have a prime minister from the city, which should be considered a golden opportunity for the city to have that revival. But still yet, we did not see anything. But again, this tells us that we have to put it on our own shoulders and work hard with all loyalty that we have, with all love that we have for the city, and also to be very dedicated to the cause. And I think with passion and patience, we will be able to deliver. When we talk about some facts also, the municipality of Tripoli has several strengths that are not used yet. For example, we have the fairground. It is the largest in Lebanon, but it's not being used, or it's not being properly used, other than maybe having those, for those who are coming from Tripoli very recently, having those cows to, you know, have their walk and their picnics in the fairground. Other than that, we have the special economy zone that we are all looking forward to see it happen in the seaport. Again, that's another dimension, another pillar for the success of the development of the city. We have the airport of René Mawad, which is in the northern part of Akkar. And we have also our beloved train station. My good friend Lies, we went and we visited together, and really it is monumental, and we should work real hard not only on the historic part of it, but also on the economical part of it, because it can deliver also some job opportunities. Having said that, let me go back to focus on our main theme of today. I think there are many needs that are present. Let me start by categorizing those needs with the awareness. I think the major problem that we're facing in Tripoli is the awareness of that pearl that we have, that diamond that we have. When we talk about Tripoli, I think we are all aware of the fact that Tripoli is full of historic sites, full of heritage, and full of values also. But when you talk about poverty, the highest rate in poverty in Lebanon is Tripoli. When we talk about the environmental issues, when you talk about the social issues, the dropouts of the school, look at this. Well, it is so sad to say this bad painting about the city. So my first concern was, and my good friend Dr. Nabil and Dr. Musbah, they know, it is the rebranding of the image of the city. Before we start doing anything, we need to clean that image of the city. And to do this, I had 3 tracks for the strategy. I said the first track is the fraternity, the brotherhood, al-muwatani, citizenship, the feeling of that community watch that maybe we don't have. We are so individualistic when we talk about our concerns. The second part was to talk about, to base our strategy on the heritage that we have at Turath. And the third was the development, because through this brotherhood, through this citizenship and that community watch, along with the banking on the values that we have, our core competence, as a matter of fact, I think the core competence for the city of Tripoli is the distinctive advantage of it, that spike of the spear is our historic sites. That's what we have the best, not only in Lebanon, I think in the region, if I'm not mistaken. So we said we have to clean that thing. We have to clean the image. We have several projects that we're working on nowadays with Marseille, with Lyon, working on developing, establishing a museum. This museum will take several tracks on, something about tourism, something about the pastry, the sweets, that is very well known, the gastronomy of Tripoli also, talking about the historic sites as part of the dimension. I'm trying to repaint that image in a very positive manner. I think that's our challenge for today. We have it, but we need to clean it. We have to undust that beautiful city called Tripoli.
Another issue is when we talk about the historic sites and historic buildings and heritage, other than the awareness, the public awareness, I think the role of the owners of those sites, call it a building, call it a monument, call it a nice wall, a nice door, that they do not appreciate. So that's one part. The second part, those who are residing in that building. And as my good friend, Mr. Khalid Rifai mentioned, yes, we have a problem with the regulations. Yes, and as for those of you who were aware of that, bad incident that happened in Fassuh and Ashrafiyya, I think it is the responsibility not only of the owners, not only for those who are residing, we are all responsible. The regulations, the laws that we have, I'm not trying to do any critiques here, but I'm just describing facts. In fact, we in the municipality, let me also agree with my good friend Khalid, Mr. Rifai, yes, we have a problem of understaffing. So even if we take our technical engineers to go and visit and do that warrants, and then what? If you order your policeman to go ahead and do that warrant and say, okay, if you do not evacuate, we will do so and so. Okay, and then what? Where do you want to put these guys? These are issues. The third part is the role of the central government and being very unbiased and just with the central government. I think the cause of Tripoli cannot be upheld only by the central government, because the central government has Tripoli, but also it has Beirut, it has Jounieh, it has Saida. Well, there is a big responsibility on the central government, and with the facts that we're seeing, yes, they are not capable. So what is the solution? It is the private-public partnership. It is the role of the private sector. It is the role of the private sector to get in and move on. It's not only the responsibility of the owner, neither of the resident, nor of the government. It is our responsibility also. Those who have the money, yes, they need to support the private sector, and we can have a model. You know, I work myself, I used to be a business consultant, so I used to work with the Gulf region on the PPP concept. Yes, we can develop a model with the private sector, and this is an invitation for those who are interested. Yes, we can have a model that we can have the private sector to have their own specific interest, talking about their return, the investment on return. Out? Okay, a couple of minutes more. Okay, yes. So very quickly, it is the role of the private sector, and I believe in this fact that the government, with the legislations that it has and the authority that it has, and the local governments, which is us, the municipality, with the authorities that we have, with the regulations that we have, along with the private sector, with the resources that they have, be it financial, be it any other sources, and moreover, it is the community-based organizations, it is the NGOs. Also, because the NGOs, they do support us with the volunteers. We cannot work without volunteers with such passionate and beloved work. It's not a job. It's a passion and it's a mission. That's why we have to have all of those ingredients, all of those actors to get in. And maybe, and as I said in the media about 2 weeks ago after this very sad incident, I said, yes, we need to create a fund that everybody puts in that fund, be that contribution, expertise, be it money, be it, I don't know, media. We need to, make the call and talk about our future. As for what do we expect from this respected audience? First of all, what we're doing today, awareness. Let us all talk about it. And let us all think, advise. I know you're all honest, otherwise you wouldn't be here. So this part is already done, but we need to act on it, enact it, put it in perspective and work on it. That's why I think one of the issues that we need is also lobbying. Being here, you have good contacts with maybe NGOs, with maybe investors. Yes, we need this lobbying thing. And moreover, talking about things that comes with expertise, long expertise. And from this
respected podium, I would really invite you to create maybe a committee for Tripoli. We're happy now. We've talked enough about the city, but I think we need more than that to have an actionable act. We have projects ready. My good friend Musbah knows how much time we spent on developing the strategies and working on the project and on the objectives and the critical success factors, the key performance indicators, and then what? It is the teeth. It is the feet that we need so that we can walk into those projects, do feasibility studies, and we're happy that we have the AFD already. They promised us that they will support us in doing the feasibility studies and maybe do some work on that, on mobility and other issues. So I would strongly, with the love and passion that you have for the city, recommend that we create a committee to follow up on those recommendations and talk about what is next. We have the what is next, but we need to next it into action, if I can use the word. Thanks a lot for your attention. Merci, Monsieur le maire. Voilà, notre colloque touche à sa fin. Que ces conclusions puissent apporter à notre chère ville et notre cher pays, le Liban, tout ce qu'il mérite, prospérité, éternité, souveraineté, surtout authenticité. Notre pays est entre nos mains, nous en ferons ce que nous voudrions qu'il soit. Je laisse la parole au docteur Hassan Husseini. Je vous demande un tout petit peu de patience parce que nous voulons rendre hommage au père Carmelo qui est venu exprès du Liban pour ça. C'est un homme dont va vous parler un petit peu Hassan et puis père Carmelo. Merci. Merci Joumana. Vraiment, je suis très honoré d'être là parmi vous ce soir et surtout présenter un être exceptionnel qui est le père Carmelo. Le père Carmelo qui est ici ce soir, je l'ai connu en 72, j'avais 4 ans, j'étais en maternité, là il m'a pris par la main et depuis 72 on ne s'est pas quitté, tous les ans on se parle, on se téléphone, on se voit. Cet homme exceptionnel, vous avez parlé du patrimoine, vous avez parlé des pierres, vous avez parlé de monuments, mais cet homme est une mémoire vivante. Et à lui tout seul, il connaît tout Tripoli. J'étais impressionné par les souvenirs qu'il a. Il connaît chacun de ses milliers d'élèves par son prénom, le prénom de ses parents, sa date de naissance, ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Il a formé des milliers d'élèves. Ils sont partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en France en particulier, en Italie. Il nous a donné beaucoup de valeurs. Alors je ne peux pas citer toutes les valeurs qu'il nous a inculquées, mais il y en a 3. La curiosité qui m'a poussé à faire de la recherche, l'humanisme qui nous a inculqué, que j'essaye d'appliquer tous les jours. Je suis médecin, je suis neurologue, je suis universitaire. Ces valeurs m'aident tous les jours. Cette pédagogie qui nous a donné m'ont aidé aussi à enseigner, à passer ce savoir. Et une des dernières, vraiment majeures, c'est la tolérance et le respect de l'autre. Nous avons vécu pendant 15 ans dans cette école, pour ma part. Permets-moi, Père, de rendre ma voix à tous les élèves de partout dans le monde pour te dire un grand merci. Je suis très touché par votre geste délicat. Permettez-moi de vous donner un court aperçu de notre école à Tripoli. La présence de Père Carme
au Liban date depuis 1645. Ils s'installèrent dans la vallée de Kadisha, vallée des Saints. À une dizaine de kilomètres de Cèdre du Liban et à 1500 mètres d'altitude. 2 ans après, les pères Carmes s'installèrent à Tripoli où ils construisirent une maison d'accueil pour les pèlerins et une chapelle. Ils s'occupèrent des pèlerins de la Terre Sainte et des commerçants d'Occident. En 1857, ils ouvrirent une petite école de 15 élèves. Leur activité auprès de la jeunesse tripolitaine grandissait de jour en jour. En 1922, ils construisirent une grande école, comme aujourd'hui, connue aujourd'hui sous le nom de l'école italienne. Parce que les pères qui dirigeaient cette école étaient tous des nationalités italiennes. Ils ont encouragé les sœurs carmélites italiennes à fonder elles aussi une école pour les jeunes filles tripolitaines, située sur la route d'Elmina, actuellement l'Institut français au nord. En 1980, le nombre d'élèves dépassait les 2700. L'école a eu un grand rôle dans l'éducation des habitants de Tripoli et offrit à la ville et à notre pays, pour le Liban, une élite d'intellectuels, d'officiers, de médecins, d'ingénieurs et d'hommes d'affaires, et de personnalités, hautes personnalités, ministres et députés. Jusqu'en 1970, notre école de Tripoli demeura la maison mère de notre ordre au Liban. Malheureusement, les guerres laissèrent des traces hideuses sur l'école et la touchèrent en plein cœur. En effet, avant de venir ici, je suis allé retrouver des photos de la ville de Tripoli, de l'école et des élèves. Je n'ai rien trouvé parce que la guerre des hommes armés ont saccagé toute l'école et surtout l'archive. Les archives de l'école sont pillées et saccagées. Je remercie de tout cœur mon élève, le professeur Dr Hassan Husseini, qui a eu et qui a été un excellent et intelligent élève, de nous avoir réunis aujourd'hui avec nos frères, le maire et les membres de la municipalité de Tripoli. Tous les pères Carmes au Liban remercient le professeur Dr Husseini
de son délicat geste. Maintenant, si vous permettrez, j'ajouterai un témoignage personnel. Étant vu que j'ai vécu 35 ans consécutifs, j'ai passé à Tripoli 35 ans consécutifs. C'était la plus belle période de ma vie. Je considère la ville de Tripoli ma ville. J'ai vécu en famille avec les parents de mes élèves, avec les amis et avec toutes les institutions de Tripoli. Pendant la guerre de 2 ans, 75-76, j'ai été kidnappé 5 fois. Mais grâce à Dieu, à mes élèves et à mes amis, je rentrais chez moi sain et sauf. Mes préoccupations étaient de trouver une débouchée pour mes élèves, mes jeunes élèves, et de les sauver de la pagaille qui menaçait la jeunesse de Tripoli. En effet, j'ai pu envoyer ce que vous voulez en Europe, France, 3000 élèves, Italie, 2700 élèves, en Amérique, Australie, Canada. Notre école continue à remplir sa mission éducative sans aucune distinction religieuse ni sociale. Je remercie aussi les élèves qui sont venus d'Italie et d'autres pays pour leur... Ils ont souffert le voyage pour venir assister à cette réunion. Encore merci et à bientôt. Comme le veut la tradition tripolitaine, libanaise et de l'ASPT, nous vous invitons à déguster avec nous un cocktail offert par le conseil régional et quelques pâtisseries tripolitaines. Donc ne vous sauvez pas, on compte sur vous pour le buffet. Mais auparavant, nous allons, Monsieur le maire va décerner une petite médaille à Père Carmelo. Donc voilà, merci. Juste, la cérémonie n'est pas terminée puisqu'il y a encore une petite exposition de photos faite par notre ami Elias Khlat qui l'a porté lui-même jusqu'ici et que Monsieur le maire va inaugurer. Donc restez avec nous, ne partez pas, on vous aime trop.